Bonjour à tous, cette vidéo est la troisième d'une série consacrée à l'air humide et à la climatisation. Aujourd'hui nous allons parler d'un outil aussi efficace qu'utile, le diagramme de l'air humide. Un petit rappel pour démarrer sur les besoins en termes de calcul que requiert une installation de climatisation. Pour commencer la conception d'une telle installation, il est nécessaire de connaître, même de façon approximative, les variations de température et d'humidité spécifiques que la centrale de traitement de l'air, ou CTA, devra apporter à l'air injecté dans le bâtiment. Je présenterai ce calcul dans une vidéo ultérieure, mais nous savons dès maintenant que ces variations vont se traduire par des variations de l'enthalpie spécifique de l'air traité, variations qui vont elles-mêmes fixer l'essentiel de la consommation énergétique de la CTA. On sait par ailleurs depuis la vidéo précédente comment ces trois paramètres, l'humidité spécifique oméga, la température notée θ et l'enthalpie spécifique H, sont liés les uns aux autres. Ce qu'il nous faudrait pour faciliter les calculs relatifs à des installations de climatisation, mais aussi pour faciliter la compréhension du mode de fonctionnement de ces installations-là, c'est un outil graphique qui nous permet de les relier directement les uns aux autres. Alors il se trouve que cet outil existe et que ça s'appelle le diagramme de l'air humide. On a expliqué dans la vidéo précédente que les variations d'enthalpie dues à des variations de température de l'air sont qualifiées de sensibles, alors que celles qui sont dues à des variations de sa teneur en eau ou de son humidité sont dites latentes. Afin de clairement identifier ces deux évolutions possibles, le diagramme de l'air humide le plus courant, celui qui est utilisé dans le domaine de la climatisation, il y a d'autres diagrammes qui existent par exemple pour les gens qui font du séchage, mais je reviendrai peut-être dessus dans une future vidéo. Donc le diagramme qui lui est utilisé par les gens qui font de la climatisation, il est basé sur un axe horizontal qui représente la température et un axe vertical qui représente l'humidité spécifique, donc la teneur en eau de l'air. Dans ce diagramme, l'état de l'air, un endroit donné du système de climatisation qu'on étudie, il est donc représenté par un point de coordonnées horizontales θ qui représente la température en abscisse et de coordonnées verticales oméga qui représente la teneur en eau en ordonnée. Du coup, les processus de chauffage ou de refroidissement de cet air vont se traduire par des déplacements horizontaux dans ce diagramme, alors que les processus d'humidification ou de déshumidification de cet air, ils vont se traduire par des déplacements verticaux dans ce diagramme. On sait que l'humidité spécifique ne peut pas prendre n'importe quelle valeur, mais qu'elle est au contraire limitée par le phénomène de saturation de la vapeur d'eau dans l'air. Ça, on l'avait vu lors de la première vidéo qui était consacrée à l'air humide. Lorsqu'on représente ce phénomène de saturation dans un diagramme, on obtient la courbe suivante, qui correspond tout simplement à la courbe de saturation dont nous avons déjà parlé, mais tracée dans la coordonnée température, humidité spécifique. Alors, dans la suite, on va travailler dans la zone inférieure droite de ce diagramme, la zone supérieure gauche, que j'ai coloriée ici en bleu, on appelle généralement ça la zone de brouillard, alors en fonction de la température, parce que si la température est en dessous de 0, ça devient la zone de givre. En tout cas, c'est une zone qui correspond à un air sec qui est mélangé avec de l'eau, mais cette fois-ci sous forme de liquide ou sous forme de cristaux de glace, en tout cas au-delà de la saturation. Donc nous, cette zone de brouillard, on va pas y aller, on va rester uniquement dans la zone qui correspond à la zone en bas à droite du diagramme. Donc la zone de brouillard pour nous, c'est ce qui va correspondre à une espèce de zone interdite. Les différentes valeurs possibles de l'humidité relative, correspondant par définition à des pourcentages de la pression de saturation, chaque valeur de phi va prendre sur ce même diagramme la forme d'une parabole, similaire à la courbe de saturation, mais située en dessous de celle-ci. Donc en gros, on peut dire que si on est à 50% d'humidité relative, on se retrouve avec une parabole qui représente 50% de la parabole qui correspond à la saturation, c'est-à-dire à 100% d'humidité relative. L'intersection ici entre une humidité relative inférieure à 100% et la température de l'air nous permet de placer le point qui correspond à l'état correspondant de l'air humide. À partir de là, la lecture de la graduation verticale nous donne la valeur de l'humidité spécifique correspondante. Donc ce mode d'entrée dans le diagramme, qui part de la connaissance de la température et de l'humidité relative, c'est pas le seul qu'on peut utiliser, mais c'est très souvent celui-là qu'on utilise dans la pratique. Si on s'intéresse maintenant à l'enthalpie spécifique de l'air humide, dont on sait qu'elle dépend à la fois de la température et de l'humidité spécifique, eh bien cette enthalpie spécifique va être repérée par une sorte de coordonnée oblique dans le même diagramme. Pour obtenir la valeur de l'enthalpie correspondante à un état donné de l'air, eh bien il suffit depuis le point qui représente cet état de suivre les lignes isenthalpiques, donc qui correspondent en fait à des diagonales orientées nord-ouest, en gros, jusqu'à ce qu'on intercepte l'axe des enthalpies. Je vous montrerai juste après, j'ai un exemple pratique de comment est-ce qu'on fait sur un vrai diagramme d'air humide. On a vu dans la vidéo précédente que lorsqu'un air est humidifié de façon adiabatique, c'est-à-dire qu'on augmente sa concentration en vapeur d'eau sans échange de chaleur avec l'extérieur, il finit par atteindre un état de saturation dont la température correspondante est appelée température de saturation adiabatique. Et bien sur ce diagramme, cette température de saturation adiabatique, elle apparaît comme ça. On l'a obtenue en remontant depuis le point correspondant à l'état de notre air, la même droite isenthalpique que celle qui nous a servi à déterminer à lire la valeur de l'enthalpie. Donc on a remonté cette ligne isenthalpique en direction du nord-ouest jusqu'à ce qu'on intercepte la courbe de saturation. Ce processus correspond donc à une humidification, parce que le point correspondant à l'état de l'air, en fait, il se dirige, il se déplace vers le haut, donc on augmente l'humidité spécifique, mais ce processus correspond aussi simultanément à un refroidissement, puisque le même point se déplace vers la gauche dans le diagramme.
Par ailleurs, comme aucune quantité de chaleur n'est apportée à l'air, c'est effectivement la traduction physique que la chaleur latente qui est nécessaire pour augmenter l'humidité spécifique, elle est tout simplement payée par la chaleur sensible. Alors on a aussi vu précédemment qu'il existe une autre température caractéristique d'un phénomène de saturation de la vapeur d'eau dans l'air, c'est la température de rosée. Donc cette température, c'est celle qui est atteinte par l'air lorsqu'on le refroidit, sans ajouter ni enlever de vapeur d'eau, donc à humidité spécifique constante, et en fait on le refroidit jusqu'à ce que l'air en question atteigne l'état de saturation de l'eau. Sur notre diagramme d'air humide, un tel processus de refroidissement, ça va se traduire par un déplacement horizontal, parce que la teneur en eau ne varie pas, l'humidité spécifique ne varie pas, et ça va être un déplacement horizontal de la droite vers la gauche, parce qu'on diminue la température. Donc graphiquement, on trouve une évolution qui ressemble à ça. Afin de mieux comprendre comment utiliser ce diagramme dans la pratique, on va partir d'une situation concrète et d'un vrai diagramme. Donc voici par exemple le diagramme de l'air humide tel qu'il est présenté par la fameuse association américaine ASHRAE dont j'ai déjà parlé. Donc on peut remarquer tout de suite, comme je vous l'avais expliqué, la coordonnée horizontale qui correspond à la température et la coordonnée verticale qui correspond à l'humidité spécifique. On remarque aussi la courbe de saturation ainsi que la coordonnée oblique correspondante à l'enthalpie spécifique de l'air. Si je m'intéresse à l'état de l'air à une température de 20 degrés et une humidité relative de 50%, cet état il est représenté par ce point sur le diagramme de l'air humide. La lecture de la coordonnée verticale de ce point, donc il suffit de reporter vers la droite et de lire la coordonnée verticale, nous donne tout de suite la valeur de l'humidité spécifique correspondante. Donc ici, on voit bien qu'on a 7,4 g de vapeur par kilogramme d'air sec. Comme je l'ai expliqué précédemment, si je veux trouver la valeur de l'enthalpie spécifique de l'air humide qui correspond à ce point, je dois partir de ce point-là et je suis les courbes isenthalpiques, donc les diagonales qui sont orientées vers le nord-ouest, jusqu'à ce que j'atteigne l'axe oblique, en fait la coordonnée oblique qui donne la valeur de l'enthalpie. Alors là, attention, il faut suivre les isenthalpes, qui sont les courbes, les droites obliques, mais qui sont avec la pente la plus faible. D'accord ? Sur ce diagramme-là, c'est la pente la plus faible. Je vais expliquer juste après à quoi correspondent les autres droites diagonales. Donc, je suis depuis le point, je remonte l'isenthalpe jusqu'à ce que j'atteigne la coordonnée en enthalpie, et là je vois que l'enthalpie spécifique de l'air dans cet état de 20 degrés et 50% d'humidité relative, c'est 38,5 kJ par kilogramme d'air sec, d'accord ? Valeur qui est définie par rapport à la référence, et on a vu dans la précédente vidéo que la référence c'était un air à 0 degré C, totalement sec, donc avec une humidité relative de 0%. Si maintenant je veux connaître la valeur de la température de saturation adiabatique, il suffit de suivre exactement le même chemin, sauf que je m'arrête à la courbe de saturation, d'accord ? Et une fois que je suis arrêté à la courbe de saturation, je lis tout simplement la coordonnée horizontale qui correspond à ce point, qui correspond à la température de saturation adiabatique. Et donc je vois que j'obtiens ici une température qui est proche de 13,6 degrés. La dernière température intéressante dont on a déjà parlé, c'est la température de rosée. Alors la température de rosée, on sait qu'on l'obtient en interceptant la courbe de saturation, mais par un déplacement horizontal dans le diagramme. Je rappelle, ça correspond à pas d'ajout d'eau, ou pas, on n'ajoute pas d'eau, on n'enlève pas d'eau, on travaille à teneur en eau constante, donc on se déplace de la droite vers la gauche jusqu'à couper la courbe de saturation. Et là, lorsque je lis la coordonnée horizontale de ce point-là, je vois que j'obtiens une température de rosée qui est de 9,2 degrés à peu près. À noter que si je relève l'enthalpie dans ce nouveau point, ici, donc pareil, je suis les isenthalpes jusqu'à ce que j'intercepte la coordonnée qui correspond à l'enthalpie, j'obtiens une enthalpie au point de rosée de 28 kJ par kilogramme d'air sec. Ce qui signifie que si je veux refroidir mon air depuis mon point de départ jusqu'au point de rosée, il faut que à chaque kilogramme d'air sec, je puisse retirer l'équivalent de 38,5 moins 28, c'est-à-dire 10,5 kJ par kilogramme d'air sec. C'est typiquement comme ça qu'on dimensionne les systèmes frigorifiques qui sont utilisés dans les installations de climatisation. Enfin, un dernier paramètre intéressant dont j'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais qu'on peut lire aussi directement sur le diagramme de l'air humide, c'est le volume massique de l'air humide, qui est représenté ici par ces fameuses diagonales avec la plus forte pente. D'accord ? Donc on part depuis l'état de l'air qu'on considère, qui est le 20 degrés 50% d'humidité, on regarde quelle est la droite qui passe le plus près de notre point, alors là en l'occurrence ça passe vraiment par le point, et on voit qu'on obtient un volume spécifique à cet endroit-là qui est de 0,84 m3 par kilogramme d'air sec, ça veut dire que chaque kilogramme d'air sec occupe l'équivalent d'un volume de 840 litres. Alors si je dois résumer l'intérêt d'un tel diagramme d'un point de vue énergétique, le premier c'est que c'est très facile de faire la distinction entre les énergies sensibles et les énergies latentes, tout simplement en observant les directions qui correspondent aux différentes transformations. Si ces déplacements sont horizontaux, ça veut dire qu'on va avoir besoin de puissances sensibles, donc c'est en pratique des puissances de chauffage ou des puissances de refroidissement. Donc c'est du chauffage si on va de la gauche vers la droite, c'est du refroidissement si on va de la droite vers la gauche. Donc là on est vraiment dans des applications concrètes de dimensionnement de machines. Si maintenant ces déplacements sont verticaux, ça peut vouloir dire qu'on a besoin de dispositifs d'humidification si on se déplace du bas vers le haut, et de dispositifs de déshumidification si au contraire on se déplace du haut vers le bas.
On note enfin, comme je viens de l'illustrer assez rapidement, que toutes ces grandeurs présentées dans le diagramme sont non seulement des grandeurs intensives au sens thermodynamique du terme, mais c'est aussi des grandeurs qui sont spécifiques à l'air sec seul. Ça veut dire qu'à chaque fois, il suffit de multiplier, par exemple, la variation d'enthalpie correspondante par le débit d'air sec pour obtenir une puissance. Donc c'est vraiment, ça nous permet de relier l'intensif à l'extensif de façon assez directe et assez simple. Alors un dernier mot sur le diagramme d'air humide avant de terminer cette vidéo, il faut surtout pas considérer que c'est seulement un outil de calcul. Il y a bien d'autres moyens qui nous permettent d'obtenir les grandeurs caractéristiques de l'air humide, on peut utiliser des logiciels, Le diagramme de l'air humide, c'est avant tout un outil de compréhension des phénomènes physiques qui sont appliqués à l'air humide. Je vais parler à titre personnel, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la même situation que moi. Je ne peux pas travailler sur des problématiques d'air humide sans diagramme de l'air humide. C'est-à-dire que, en fait, les transformations de l'air humide, moi je les pense dans le diagramme. Je pense dans ce diagramme-là. C'est assez terrible, mais ça veut dire que c'est beaucoup plus qu'un simple outil de calcul. C'est vraiment un mode de représentation des phénomènes physiques dont on ne peut pas se passer une fois qu'on a pris l'habitude de l'utiliser. C'est pour ça que je vous recommande très fortement d'apprendre à l'utiliser. Et ceux d'entre vous qui feront de la climatisation plus tard, vous verrez que ça vous sortira de situations compliquées de façon souvent très très efficace et très rapide. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et je vous dis à bientôt.